Un mari infidèle a vidé les économies de sa femme enceinte et a disparu sans laisser de traces. 10 ans plus tard, il revient complètement ruiné, implorant le pardon. Des secrets obscurs sont révélés et une décision impossible doit être prise. Cette histoire de trahison, de rédemption et de justice vous fera remettre en question les limites du pardon. Préparez votre cœur pour un voyage émotionnel qui changera votre perspective sur la famille et les secondes chances. Laissez votre like, abonnez-vous et commentez d'où vous regardez. Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple consultation bancaire changerait complètement le cours de ma vie. C'était un mercredi ensoleillé à Lyon, lorsque j'ai décidé de vérifier mes économies. Après tout, avec des jumeaux en route, je devais m'assurer que tout était en ordre. Après 5 ans de mariage et à 35 ans, j'avais enfin réalisé mon rêve de maternité. Des jumeaux. La nouvelle des 2 bébés a rempli mon cœur d'une joie que je n'avais jamais ressentie auparavant. Assise devant l'ordinateur, j'ai accédé à mon compte épargne, celui où je gardais religieusement une partie de mon salaire d'infirmière depuis plus de 10 ans. Le solde qui est apparu à l'écran semblait être une erreur cruelle. Là où il aurait dû y avoir 87 000 €, il n'y avait que 12,37 €. Mon cœur a raté un battement. J'ai actualisé la page. 1, 2, 3 fois. La valeur restait inchangée, comme une sentence implacable. Il doit y avoir une erreur, ai-je pensé, essayant de contrôler ma respiration en appelant la banque. La voix monotone de l'employé à l'autre bout du fil n'a fait que confirmer ce que je craignais déjà. « Madame, les retraits ont été effectués au cours des 3 derniers mois. Tous autorisés avec le code correct. Mon mari est rentré à la maison ce soir-là avec un bouquet de fleurs et un ours en peluche pour les bébés. Son sourire a disparu quand il a vu mes yeux gonflés et les relevés bancaires éparpillés sur la table de la cuisine. « Qu'as-tu fait de notre argent, Richard ?» ai-je demandé, avec un calme que je ne savais même pas posséder à ce moment-là. Il a laissé tomber les fleurs par terre. « Je peux t'expliquer, Anne. C'était un investissement. Importation de produits électroniques. Le rendement serait 3 fois plus élevé en quelques mois. Un investissement, avec tout l'argent que j'ai économisé pendant 10 ans de doubles vacations et d'heures supplémentaires, sans me consulter. Ma voix était étranglée, mais ferme. Une main soutenait instinctivement mon ventre de 7 mois, comme si elle voulait protéger mes enfants de la tempête qui se formait. « Chérie, j'allais te le dire quand j'aurais les premiers résultats. Je voulais te surprendre. » Il s'est agenouillé, prenant mes mains. « Imagine un peu, nous pourrions acheter une plus grande maison, peut-être même engager une nounou à plein temps. » J'ai regardé ses yeux bruns qui m'avaient autrefois fait croire aux contes de fées. « Depuis quand tu t'y connais en importation ? » ?»« Richard, tu es comptable. Tu travailles avec des chiffres, pas avec des affaires internationales. J'ai rencontré des gens, j'ai pris des contacts. Tout est en ordre, je te jure. » Il parlait trop vite, évitant mon regard. Un signe que je connaissais bien chez les patients quand ils mentaient sur la prise de leurs médicaments. « Je veux voir les contrats, les justificatifs, tout, » ai-je exigé. « Bien sûr, bien sûr. Ils ne sont pas avec moi maintenant. Je te montrerai tout dès demain. » Cette nuit-là, allongée dans le lit que nous partagions depuis des années, j'ai senti un vide plus grand que l'océan. Les bébés bougeaient à l'intérieur de moi, inconscients de l'ouragan qui dévastait notre famille à peine formée. Richard dormait, ou feignait de dormir, de l'autre côté du lit, une distance physique qui reflétait l'abîme qui commençait à se creuser entre nous. Les promesses des jours suivants se sont résumées à des excuses vides et à des documents qui ne sont jamais apparus. Ils sont chez mon associé. Le comptable est en train de vérifier. Il y a eu un problème à la douane. Chaque jour apportait une nouvelle justification. Et puis, un lundi matin, je me suis réveillée seule. Sur l'oreiller à côté, il n'y avait qu'un billet écrit à la hâte. « Anne, pardon. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. J'ai besoin de temps pour tout régler. Je te rembourserai chaque centime, promis. Prends bien soin de nos enfants. » J'ai ri. Un rire sec, amer, qui a résonné dans les murs de la chambre vide. Prends bien soin de nos enfants. Comme si j'avais le choix. Comme s'il m'avait laissé une autre alternative que d'aller de l'avant. Ce jour-là, j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Puis, je me suis levée, j'ai pris un long bain et j'ai fait une liste. Éléments pratiques. 1. Informez-la. Banque d'éventuelles nouvelles tentatives de retrait. 2. Contacter un avocat. 3. Prévenir l'hôpital de ma situation et vérifier-la.
possibilité d'heures supplémentaires. 4. Calculer ce dont j'aurais besoin pour les prochains mois. La rationalité a toujours été mon refuge dans les moments de crise. En tant qu'infirmière, j'ai appris que la panique ne sauve pas des vies. L'action calculée, oui. Et maintenant, ce n'était pas seulement ma vie et celle de mes enfants qui étaient en jeu, mais aussi notre dignité et notre avenir. Ma famille a réagi comme prévu. Choc, indignation, puis un soutien inconditionnel. Typique des gens de la région. Ma mère a emménagé temporairement dans mon appartement, apportant avec elle l'arôme réconfortant du café fraîchement moulu et la sagesse silencieuse de celle qui avait déjà affronté ses propres batailles. Ma fille, les hommes, c'est comme certains gâteaux. Certains sont trop fragiles, a-t-elle dit en préparant le dîner le soir où je lui ai raconté la fuite de Richard. Maman, ce n'est pas le moment pour tes analogies culinaires, ai-je répondu en me frottant le front. C'est justement le moment, ma fille. La vie continue, les bébés arrivent et tu dois bien manger. Elle a posé une assiette de soupe fumante devant moi. Et souviens-toi, tu es la fille de Madame Marie Desgrâces. Nous ne nous effondrons pas, nous reconstruisons. Les semaines suivantes ont été un flou de consultations médicales, de réunions avec l'avocat et de réorganisation financière. L'hôpital où je travaillais s'est montré étonnamment compréhensif, m'offrant un arrangement spécial. Je pourrais continuer à travailler jusqu'au 8e mois et après mon congé de maternité, j'aurais des horaires flexibles. Ce n'était pas idéal, mais c'était suffisant pour respirer. Les jumeaux sont nés une nuit pluvieuse de septembre. Michel est arrivé en premier, suivi de Béatrice 5 minutes plus tard. Quand je les ai tenus pour la première fois, une certitude absolue m'a envahi. Je ferais n'importe quoi pour eux, n'importe quel sacrifice, n'importe quelle bataille. En regardant ces petits visages parfaits, j'ai juré qu'ils ne connaîtraient jamais la pénurie ou l'abandon. « Ils ont tes yeux », a commenté l'infirmière en m'aidant à les allaiter. « Et j'espère qu'ils auront ma force aussi », ai-je répondu, sentant une détermination de fer remplacer le désespoir des mois précédents. Le retour à la maison avec 2 nouveau-nés a été un défi monumental. Nuit blanche, allaitement constant, visite chez le pédiatre. Tout semblait conspirer contre ma santé mentale. Mais il y avait aussi des moments d'une joie si pure qu'ils compensaient presque tout le reste. Le premier sourire de Michel, la façon dont Béatrice agrippait mon doigt avec sa petite main, les après-midi tranquilles où les 2 dormaient en même temps. Entre les couches et les biberons, j'ai continué à chercher Richard. Non pas par nostalgie ou désir de réconciliation, mais pour une question pratique, la pension alimentaire. Les jumeaux y avaient droit. J'ai même engagé un détective privé, dépensant de l'argent que je n'avais pas, juste pour découvrir que mon ex-mari semblait avoir disparu de la carte, comme si la terre l'avait avalé, lui et mes 87 000 €. Les déjeuners du dimanche, chez mes parents, sont devenus un rituel sacré et, en même temps, une épreuve. Entre le poulet rôti et les légumes de saison et le dessert, la question inévitable revenait toujours. « Et Richard, des nouvelles ?» Tante Cécile, si j'avais des nouvelles, vous seriez la première à le savoir, après la police et mon avocat, ai-je répondu une fois, avec un sourire forcé. Le silence gêné qui a suivi était presque palpable. Anne, ta tante est juste inquiète, a interrompu mon père, toujours le diplomate de la famille. Je sais, papa. Excusez-moi. Tante Cécile, c'est juste que ça fait presque 1 an, et il n'y a toujours aucun signe de lui. J'ai pris une profonde inspiration. Mais les jumeaux grandissent bien. Michel essaie déjà de se retourner tout seul, et Béatrice a des poumons qui feraient envie à n'importe quel soprano. Le sujet passait toujours aux enfants, et je m'en réjouissais intérieurement. Parler de mes enfants était beaucoup plus facile que d'expliquer à quel point j'avais été assez sotte pour faire aveuglément confiance à quelqu'un. C'est un après-midi ordinaire, 3 ans après la naissance des jumeaux, que j'ai reçu l'appel qui a rouvert toutes les blessures. Un employé des impôts m'informant que mon nom figurait comme copropriétaire d'une entreprise d'importation en faillite, avec des dettes fiscales considérables. Il doit y avoir une erreur. Je n'ai jamais signé aucun document pour ouvrir une entreprise, ai-je argumenté, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Madame, nous avons des copies des contrats avec votre signature. Je vous recommande de consulter un conseiller juridique dès que possible. Après avoir raccroché, je suis restée immobile pendant de longues minutes, regardant les jumeaux jouer sur le tapis du salon.
Béatrice construisait une tour avec des blocs colorés, tandis que Michel essayait, sans succès, d'empiler ses petites voitures. Ils étaient l'image de l'innocence, inconscients du poids qui venait de s'ajouter à mes épaules. L'avocat que j'ai engagé, maître Paul Mendes, était un homme d'une 50aine d'années, avec des yeux fatigués et une détermination qui m'a donné la première lueur d'espoir depuis longtemps. Madame Anne, c'est clairement une fraude. Mais n'a-t-il affirmé après avoir examiné les documents que j'avais obtenus auprès des impôts ? Ce n'est pas votre signature. N'importe quel expert en graphologie le confirmera. Mais je ne vais pas vous mentir, ce sera une longue bataille. Maître, je suis en guerre depuis 3 ans. Une bataille de plus ne me fait pas peur. Il a souri, un sourire discret qui n'a pas atteint ses yeux. C'est cet esprit dont nous aurons besoin. Et, si vous me permettez cette indiscrétion, votre ex-mari est un imbécile d'avoir abandonné une femme comme vous. J'ai détourné le regard, mal à l'aise face à cet éloge inattendu. Il ne m'a pas seulement abandonné, maître. Il a volé mon argent, falsifié ma signature et maintenant il m'a laissé avec une dette qui n'est pas la mienne. Imbécile serait un euphémisme. Les mois suivants ont été des montagnes russes d'émotions et de bureaucratie. Expertise graphologique, dépositions, réunions interminables avec le procureur. Pendant ce temps, je jonglais entre mon travail à l'hôpital, l'éducation des jumeaux, maintenant plus indépendant, mais aussi plus questionneur, et les quelques heures de sommeil que je parvenais à voler aux aurores. « Maman, pourquoi ? Philippe a un papa et nous, non ?» a demandé Béatrice un jour, après notre retour de la fête d'anniversaire d'un camarade de crèche. La question m'a pris au dépourvu, comme un coup de poing dans l'estomac. J'avais répété cette réponse mentalement des dizaines de fois, mais je ne semblais jamais trouver les mots justes. Vous avez un papa, Béa. Il est juste, pas là avec nous. Il ne nous aime pas ? La petite voix innocente m'a presque brisé le cœur. Ce n'est pas ça, mon amour. Parfois, les adultes font des choix compliqués. Mais ça n'a rien à voir avec vous deux. Ton père, il avait des problèmes à régler. Quels problèmes, maman ? A interrompu Michel, toujours le plus curieux. Des problèmes d'adulte, mon fils. Des choses que vous comprendrez quand vous serez plus grand. J'ai serré les deux dans mes bras, me sentant à la fois protectrice et menteuse. Comment expliquer à des enfants de 3 ans que leur père avait préféré l'argent à sa famille ? La bataille judiciaire s'est finalement terminée près de 2 ans plus tard, lorsqu'un juge a déclaré que j'avais été victime de fraude. Mon nom a été blanchi et la société fantôme, officiellement dissoute. Je n'ai pas récupéré un centime de l'argent volé, mais au moins je n'aurai pas à assumer les dettes laissées par Richard. C'est à cette période que Maître Paul est devenu plus que mon avocat. Il est devenu un ami. Au début, j'ai gardé une distance calculée. La confiance était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Mais avec le temps, sa présence constante et son soutien sincère ont commencé à briser les barrières que j'avais érigées. Vous devriez envisager une spécialisation, a-t-il suggéré lors d'un de nos déjeuners après une audience. Avec votre expérience d'infirmière, vous pourriez ouvrir plus de portes. L'idée a planté une graine qui allait fleurir dans les mois suivants. Les jumeaux ayant commencé, l'école maternelle et mon nom étant enfin blanchi, j'ai décidé d'investir en moi. Une spécialisation en soins infirmiers néonatal. Concilier travail, études et maternité a nécessité des jongleries dignes d'un artiste de cirque. Les nuits se sont transformées en jours entre les livres et les travaux universitaires. Mes voisines et amies sont devenues des alliés inestimables, se relayant pour aller chercher les enfants à l'école quand j'étais de garde ou en cours. Anne, tu dois te reposer, m'a averti Madame Gisèle, ma voisine de 70 ans, en me voyant arriver épuisée après une garde de 12 heures. Ces garçons ont besoin de leur mère vivante, pas d'une sainte martyre. Ça va, Madame Gisèle, ce n'est qu'une phase, ai-je répondu, tandis qu'elle me mettait entre les mains un bol de soupe au poulet encore chaude. Phase ou pas, tu vas manger tout ça maintenant. Et je ne veux rien savoir de « je n'ai pas faim ». Une Lyonnaise qui ne mange pas bien perd son accent, tu savais ? J'ai ri sincèrement pour la première fois depuis des semaines. La simplicité et la gentillesse de cette dame étaient un baume pour mon âme épuisée. La routine était épuisante, mais aussi gratifiante. Voir les jumeaux grandir en bonne santé et heureux, se démarquer à l'école et développer des personnalités si distinctes. Michel, introverti et observateur, Béatrice, bavarde et charismatique, remplissait ma poitrine d'une fierté qui compensait tous les sacrifices. À la maison, je maintenais un rituel presque sacré, le cahier de comptes.
Chaque centime qui entrait et sortait était méticuleusement enregistré. C'était une pratique que j'avais apprise de ma grand-mère et que je transmettais maintenant à mes enfants. « Maman, pourquoi tu notes tout ça ?» a demandé Michel un soir, en me regardant mettre à jour le cahier après avoir fait les courses du mois. « Parce qu'il faut savoir où va notre argent, mon fils. Comme ça, on peut planifier l'avenir. Comme cette épargne pour nos études dont tu as parlé ?» Exactement. Si on ne sait pas où va notre argent aujourd'hui, on ne pourra pas économiser pour demain. Ses yeux brillaient d'une compréhension précoce. Quand je serai grand, j'aurai un cahier comme le tien. Et tu seras très bon là-dedans, j'en suis sûre, ai-je répondu en ébouriffant ses cheveux noirs, si semblables à ceux de son père que parfois ça faisait mal de regarder. L'obtention de ma spécialisation a coïncidé avec une proposition qui allait à nouveau changer le cours de notre histoire. Un hôpital renommé de Marseille m'a offert un poste dans l'équipe de soins infirmiers néonatal, avec un salaire considérablement plus élevé que mon salaire actuel. L'idée de quitter Lyon, ma famille, mon réseau de soutien, semblait effrayante. Mais elle représentait aussi une opportunité unique, un nouveau départ, loin des ombres du passé. « Qu'est-ce que vous pensez de déménager à Marseille ?» ai-je demandé aux jumeaux pendant le dîner, essayant d'avoir l'air désinvolte, comme si je proposais une sortie au zoo. Béatrice a froncé les sourcils. « Mamie vient avec nous ?»« Non, ma chérie. Mamie va continuer à vivre ici, mais on pourra lui rendre visite pendant les vacances et elle pourra aussi nous rendre visite. »« Mais il y a un parc là-bas ?» a demandé Michel, pragmatique comme toujours. « Oui, il y a beaucoup de parcs, et des musées, et des jardins, et plein d'endroits sympas à découvrir. Alors je veux bien y aller, a-t-il décidé en retournant son attention vers ses pattes. Béatrice a mis plus de temps à se convaincre, mais après avoir promis qu'elle pourrait décorer sa nouvelle chambre comme elle le souhaitait, elle a aussi adhéré à l'idée. Les enfants ont cette admirable capacité d'adaptation, quelque chose que, avec les années, nous adultes perdons. Le déménagement à Marseille a eu lieu pendant un hiver exceptionnellement froid. L'appartement que nous avons loué était proche de l'hôpital, plus petit que notre maison à Lyon, mais fonctionnel. Les premières semaines, il y a eu des larmes nocturnes demandant mamie, l'ancienne école, les amis laissés derrière nous. Mais peu à peu, la nouvelle routine s'est installée. L'hôpital était tout ce que j'espérais, et plus encore. L'équipe, hautement qualifiée, l'infrastructure, de premier ordre. Je me sentais professionnellement stimulée comme cela ne m'était pas arrivé depuis longtemps, et les jumeaux, à ma surprise et à mon soulagement, se sont adaptés étonnamment bien à leur nouvelle école. Maman, Michel a une copine, a dénoncé Béatrice un après-midi, alors que nous rentrions de l'école en voiture. « Mais non !» a protesté Michel, le visage rouge comme une tomate. « Mais si, Julie de notre classe t'attend tous les jours à la récré. Ce n'est pas une copine, on joue juste ensemble. » J'ai ri en observant dans le rétroviseur la dispute entre les deux. Ces moments-là, si normaux, si banals, étaient de petits trésors dans la vie que nous avions reconstruite. En 2 ans, j'ai été promue superviseur de l'unité néonatale, une reconnaissance de mon travail et de mon dévouement qui m'a rempli de fierté. Financièrement, nous étions enfin stables. J'ai même réussi à commencer une nouvelle épargne, cette fois sur un compte auquel moi seule avais accès. Les appels vidéo hebdomadaires avec la famille à Lyon maintenaient en vivant l'accent chantant et les traditions qui faisaient partie de notre identité. Les jumeaux, maintenant âgés de 7 ans, attendaient à ces appels avec impatience, surtout quand leur grand-mère montrait ce qu'elle avait préparé pour le déjeuner du dimanche. « Mamie, tu feras de la confiture de lait la prochaine fois ? Qu'on viendra te voir ?» a demandé Béatrice, la bouche presque salivante à cette idée. « Bien sûr que j'en ferai, ma petite chérie. Et je mettrai des morceaux de fromage au frigo juste pour Michel. Je sais qu'il aime ça. » La vie avait trouvé un équilibre qui semblait presque parfait. Jusqu'à cet après-midi à Orléans, lors d'une conférence sur les soins infirmiers néonatales. Entre 2 présentations, j'ai vérifié mon téléphone et là, il y avait un message sur les réseaux sociaux d'un profil que j'ai immédiatement reconnu, même après tant d'années. Richard. Mon cœur s'est emballé, et pendant un moment, j'ai envisagé de simplement bloquer et ignorer. Mais la curiosité, ou peut-être un dernier fil d'un sentiment depuis longtemps enfoui, m'a fait ouvrir le message. Anne, je sais que je ne mérite pas ton temps ni ton attention, mais j'ai besoin de te voir. J'ai besoin de connaître mes enfants. Je suis à Orléans, à moins d'1 heure de Marseille. S'il te plaît, donne-moi une chance de tout expliquer. Je suis désolée et ruinée.
La vie m'a fait payer chaque centime que je t'ai pris. Un rire sec s'est échappé de mes lèvres, attirant les regards curieux d'autres participants au congrès. Ruiné? Désolé? Après 10 ans? Après que les jumeaux ont appris à marcher, à parler, à lire, à écrire, tout cela sans la présence de leur père? Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé le message macérer pendant des jours. J'ai consulté mon thérapeute, une indulgence que je m'étais permise après ma promotion. J'ai parlé avec Maître Paul, qui, après beaucoup d'insistance, et une relation à distance de 6 mois, avait déménagé à Marseille, incapable d'imaginer sa vie sans moi et les enfants. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» a demandé Paul pendant que nous préparions le dîner ensemble, une routine que nous avions établie ces dernières années. Sincèrement, une partie de moi veut l'ignorer complètement. Il ne mérite pas de connaître ces merveilleux enfants. J'ai fait une pause, coupant les oignons avec plus de vigueur que nécessaire. Mais je pense aussi, les jumeaux ont le droit de connaître leur père biologique, n'est-ce pas? Et s'ils me demandent un jour pourquoi je leur ai refusé ça? Paul a posé le couteau qu'il utilisait et a pris mes mains. Anne, tu es la personne la plus juste que je connaisse. Si tu envisages de permettre cette rencontre, ce n'est pas pour lui, c'est pour tes enfants. Et ça montre à quel point tu les aimes. Et s'il disparaît à nouveau? Et s'il leur fait du mal? Alors nous serons là pour les soutenir, comme nous l'avons toujours été. Ce « nous » a réchauffé mon cœur. Paul n'a jamais essayé de remplacer Richard comme père. Il a créé son propre espace dans la vie des enfants, comme une figure masculine présente, fiable, aimante. Un port sûr dont je ne savais même pas que nous avions besoin jusqu'à ce qu'il apparaisse. Finalement, nous avons fixé un rendez-vous dans un café près de l'hôpital. J'ai demandé à une collègue de couvrir la première heure de ma garde, expliquant la situation sans entrer dans les détails. Je suis arrivée 10 minutes en avance, choisissant une table stratégique, près de la sortie, mais pas trop exposée. Quand Richard est entré dans le café, je l'ai à peine reconnu. L'homme athlétique, avec son sourire facile et sa démarche assurée, avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un visiblement plus âgé que ses 45 ans, appuyé sur une canne, avec des cheveux grisonnants et un regard fatigué qui semblait porter le poids du monde. « Anne, a-t-il dit, la voix étranglée. « Tu es magnifique. »« Épargne-moi les compliments, Richard, » ai-je répondu, plus froide que je ne le voulais. « Assieds-toi. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, et mon temps est limité. » Il a obéi, appuyant sa canne sur la chaise à côté de lui. J'ai remarqué qu'il boitait considérablement. « Qu'est-ce qui est arrivé à ta jambe ?» ai-je demandé, en partie par politesse, en partie par curiosité sincère. « Accident de voiture, il y a 3 ans. Fractures multiples à la jambe droite. Elle ne s'est jamais complètement remise. » Il a esquissé un sourire qui ressemblait plus à une grimace. Ironique, n'est-ce pas? Quand j'ai enfin décidé de revenir et d'essayer de me racheter, ça arrive. La vie a un sens de l'humour particulier, ai-je commenté, me surprenant moi-même par le ton presque amical. Tu as dit que tu étais ruiné. Qu'est-il arrivé à tout cet argent? Mon argent, que tu as pris? Richard a baissé, les yeux sur la tasse de café que la serveuse venait d'apporter. J'ai tout perdu. L'affaire était réelle, Anne. Mais mon associé, il a disparu avec le capital avant que nous puissions commencer les opérations. Après ça, ça a été une spirale descendante. J'ai essayé d'autres affaires. J'ai fait des dettes. J'ai changé de ville plusieurs fois. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté avant? Pourquoi n'as-tu pas au moins essayé de payer la pension de tes enfants? Honte, peur, lâcheté. Il m'a enfin regardé. Choisis la raison. Elles sont toutes vraies. Quand j'ai finalement essayé de te chercher à Lyon, j'ai appris que tu avais déménagé à Marseille. J'ai de nouveau perdu mon courage. Et maintenant? Qu'est-ce? Qui a changé? J'ai reçu un diagnostic récemment. Ce n'est pas terminal, mais ça m'a fait repenser beaucoup de choses. Il a fait une pause. Anne, je sais que je ne mérite rien de toi, mais je veux connaître mes enfants. Je veux qu'ils sachent que, malgré toutes mes erreurs, je n'ai jamais cessé de penser à eux. Je l'ai observé en silence pendant un long moment. L'homme en face de moi n'était plus le méchant qui hantait mes cauchemars, ni le prince charmant que j'avais autrefois cru avoir trouvé. Il n'était qu'un homme brisé, récoltant les conséquences de ses choix. Ils ont des noms, Richard. Michel et Béatrice. Michel est introverti. Il adore les sciences, et il a une collection impressionnante de pierres. Béatrice est bavarde. Elle aime danser, et elle arrive à convaincre n'importe qui de faire ce qu'elle veut avec son sourire.
Ils sont incroyables, et ils ont grandi sans... Toi par ton choix. Je sais, a-t-il murmuré, et je le regrette tous les jours. Le regret ne paie pas les factures, ni n'achète les couches, ai-je répondu, répétant à voix haute la pensée que j'avais eue 10 ans auparavant, lorsque j'avais trouvé son billet sur l'oreiller. Au cours des mois suivants, nous avons organisé des rencontres supervisées. Tout d'abord, j'ai longuement parlé avec les jumeaux, leur expliquant la situation de la manière la plus neutre possible. À ma surprise, ils ont réagi avec un mélange de curiosité et de prudence, plus mature que leurs 8 ans ne le suggéraient. « Il est gentil comme oncle Paul ?» a demandé Béatrice avant la première rencontre. « Non, ma chérie, il est différent, mais il est très impatient de vous rencontrer. Il va habiter avec nous ?» L'inquiétude dans la voix de Michel était palpable. « Non, mon fils, il a sa propre maison. Vous ne le verrez que de temps en temps, si vous le souhaitez. » La première rencontre a été tendue et maladroite. Richard a apporté des cadeaux. Bien sûr, essayant d'acheter ce qui ne pouvait pas l'être. Les jumeaux, initialement timides, se sont lentement ouverts. Michel s'est montré plus réservé, tandis que Béatrice, curieuse de nature, a bombardé son père de questions. « Pourquoi tu as disparu ? Tu ne nous aimais pas ? Tu es malade ? Pourquoi tu as une canne ? Tu vas encore partir ?» Richard a répondu à chaque question avec une patience que je ne lui connaissais pas. Pendant un moment, en les observant de loin, j'ai ressenti une pointe de quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Ce n'était ni de la jalousie, ni de la colère. Peut-être était-ce juste la constatation de tout le temps qui avait été perdu. Lors d'une de ses visites, quelques mois plus tard, Richard m'a remis une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, méfiante. « Les papiers de l'héritage. D'un oncle décédé le mois dernier. Ce n'est pas beaucoup, mais je veux l'utiliser pour te rendre une partie de ce que je t'ai pris. » Mon rire a été instantané. « Sérieusement, Richard ? Un autre investissement miracle ?» Son visage a rougi de honte. « Non, Anne. C'est légitime cette fois. Tu peux vérifier avec mon avocat. C'est 35 000 €. Je sais que ce n'est même pas la moitié de ce que je te dois, mais c'est un début. » J'étais sur le point de refuser quand il a ajouté quelque chose qui m'a pris au dépourvu. « Et il y a encore une chose que tu dois savoir, sur ce qui s'est réellement passé à cette époque. Quoi d'autre pourrait-il y avoir à savoir ? Tu as volé mon argent, falsifié ma signature et disparu quand j'étais enceinte de 7 mois. Ce n'était pas exactement ça. » Il a hésité. « Tu te souviens de Christine, mon ex-petite amie de la fac ? » Vaguement. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça ? Elle m'a contacté quelques mois avant que je disparaisse. Elle lançait une entreprise d'importation, elle avait besoin d'investisseurs. Elle m'a montré des projections, des contrats, tout semblait légitime. Il a fait une pause, comme pour organiser ses pensées. Nous avons commencé à nous rencontrer pour discuter affaires. Un jour, après quelques verres, elle m'a convaincue d'investir. Elle a dit que ce serait la chance de notre vie, la mienne et la tienne, que nous pourrions offrir un meilleur avenir à nos enfants, acheter une plus grande maison, voyager à travers le monde. C'était de la pure manipulation. « Et tu es tombé dans le panneau comme un bleu », ai-je répondu, en croisant les bras. Oui, quand l'argent a disparu avec elle, j'ai paniqué. J'ai essayé de le récupérer. J'ai investi ce qui restait dans des paris désespérés. J'ai creusé un trou encore plus profond. Il a passé une main dans ses cheveux grisonnants. Quand j'ai découvert que j'avais falsifié ta signature, pour ouvrir l'entreprise, je n'ai tout simplement pas pu te faire face. C'était lâche, je sais. Je suis restée silencieuse pendant quelques instants, digérant cette révélation. Ça ne changeait pas les faits, ça n'effaçait pas l'abandon, mais d'une certaine manière, ça humanisait le méchant de mon histoire. Pourquoi tu me racontes ça maintenant ? Parce que Michel et Béatrice méritent de savoir que leur père n'est pas qu'un monstre égoïste. J'ai été faible, j'ai été stupide, mais je n'ai jamais voulu vous faire du mal intentionnellement. J'ai regardé l'enveloppe dans mes mains, sentant son poids, pas seulement physique, mais symbolique. Accepter cet argent, ce serait ouvrir une porte que j'avais maintenue fermée pendant une décennie. Je vais y réfléchir. C'est tout ce que j'ai réussi à dire. Au cours des semaines suivantes, l'enveloppe est restée intacte dans mon tiroir de documents. Paul a respecté mon silence à ce sujet, bien que je puisse sentir sa curiosité. Les jumeaux ont continué leur rencontre supervisée avec Richard, développant lentement une relation qui, bien que prudente, commençait à prendre racine.
C'est lors de la kermesse de l'école, en regardant Michel essayer de faire tomber des boîtes de conserve avec une balle, pendant que Béatrice dansait une danse traditionnelle, que la réponse m'a frappée comme un éclair de lucidité. Richard était là, à quelques mètres de distance, utilisant sa canne pour se soutenir, pendant qu'il encourageait son fils. Paul, à mes côtés, applaudissait avec enthousiasme. Deux figures masculines si différentes, toutes deux maintenant partie de la complexe tapisserie qu'était notre vie. Le véritable héritage que je laisserai à mes enfants ne serait pas financier. Ce ne seraient ni les 87 000 au volet, ni les 35 000 € offerts en restitution partielle. Ce serait l'exemple de la façon d'affronter l'adversité avec dignité, de se reconstruire après la tempête, de pardonner sans oublier. Le lendemain matin, j'ai appelé Richard pour prendre un café. J'ai décidé d'accepter l'argent, ai-je annoncé sans préambule. Mais pas pour moi. Je vais le déposer sur un compte épargne pour les études de Michel et Béatrice. Son visage s'est illuminé d'un soulagement visible. C'est plus que ce que je mérite, Anne. Merci. Je ne fais pas ça pour toi. Je le fais pour nos enfants. Et parce que, même si ça m'a coûté de l'admettre, le pardon libère plus celui qui pardonne que celui qui est pardonné. Tu as toujours été la plus forte de nous deux, a-t-il dit avec un sourire mélancolique. Je n'ai pas eu le choix. Quand on décide d'être mère, la faiblesse n'est pas une option. Je suis sortie de ce café avec une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le passé n'avait pas été effacé. Les cicatrices resteraient, les souvenirs douloureux reviendraient encore à des moments inattendus. Mais le poison du ressentiment, qui avait si longtemps rongé mon cœur, commençait enfin à se dissiper. Ce soir-là, en aidant les jumeaux à faire leurs devoirs, Béatrice m'a surprise avec une question. « Maman, tu es encore triste quand tu vois papa ?» J'ai fait une pause, choisissant soigneusement mes mots. « Non, ma chérie, je ne suis plus triste. Il y a eu un temps où je l'étais, mais maintenant c'est différent. » « Différent comment ?» a insisté-elle, toujours perspicace. « Comme cette fois où tu es tombée de vélo et que tu t'es écorché le genou, tu te souviens ? Au début, ça faisait très mal, tu as pleuré. Ensuite, il y a eu une croûte, et quand la croûte est tombée, il ne restait qu'une petite marque qu'on voit presque plus. » Elle a hoché la tête, satisfaite de l'analogie. Michel, qui avait écouté silencieusement la conversation en feignant de se concentrer sur ses mathématiques, a ajouté « C'est bien que tu ne sois pas triste, maman. Tu souris plus maintenant. J'ai serré mes enfants dans mes bras, ces petits êtres qui, dans leur sagesse innocente, voyaient des vérités que j'avais mis des années à comprendre. Oui, je souriais plus maintenant. Non pas parce que le passé avait été réécrit ou parce que les injustices avaient été complètement réparées. Je souriais parce que j'avais appris que la vie offre rarement des fins parfaites, seulement de nouveaux départs. Et à ce moment-là, entourée de l'amour de mes enfants et de la paix que j'avais enfin trouvée, j'ai su que ce nouveau départ était plus que suffisant. C'était, en fait, tout ce dont j'avais besoin. La femme qui avait autrefois pleuré en découvrant un compte bancaire vide comprenait maintenant que la vraie richesse était là, dans cet appartement à Marseille, dans les rires des jumeaux, dans l'affection de Paul, et même dans la réconciliation improbable avec le passé que Richard représentait. Les 87 000 € ne reviendraient jamais intégralement. Les nuits blanches, les doubles vacations, les larmes versées sur l'oreiller, rien de tout cela ne serait compensé financièrement. Mais ce que j'ai gagné en échange, force, indépendance, discernement, valait infiniment plus. Un matin, près d'1 an après le retour de Richard dans nos vies, j'ai reçu un appel de l'hôpital m'informant qu'il avait été hospitalisé en raison de complications de sa maladie chronique. Les jumeaux, maintenant âgés de 9 ans, ont insisté pour lui rendre visite. Je les ai observés de loin pendant qu'ils racontaient des histoires de l'école, montrèrent des dessins et étaient simplement présents pour cet homme qui, malgré tout, faisait partie d'eux. « Tu n'avais pas besoin d'amener les enfants », m'a dit Richard quand ils sont sortis acheter quelque chose à la cafétéria avec Paul. Ils ont voulu venir. Et je pense qu'il est important qu'ils comprennent que, même dans les difficultés, on n'abandonne pas les gens. Une larme solitaire a coulé sur le visage vieilli de Richard. « C'est drôle, n'est-ce pas? Toi qui apprends à nos enfants à ne pas faire ce que j'ai fait. La vie est pleine de ces ironies, » ai-je répondu, ressentant une compassion que je n'aurais jamais imaginé pouvoir nourrir à nouveau pour lui.
En quittant l'hôpital cet après-midi-là, main dans la main avec mes enfants, Paul marchant à nos côtés, j'ai réalisé que le cercle se refermait enfin. Le voyage qui avait commencé par une trahison et un abandon culminait maintenant en une forme imparfaite, mais authentique, de rédemption. « Je suis fière de toi », a murmuré Paul en rentrant à la maison en voiture. « Toutes n'auraient pas réussi à faire ce que tu as fait. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste choisi de ne pas laisser le passé définir notre avenir. » Il a souri, ce sourire qui faisait encore battre mon cœur plus vite après tant d'années. « Et c'est exactement ce qui te rend extraordinaire. » J'ai regardé dans le rétroviseur les jumeaux, qui somnolaient sur la banquette arrière. Michel, la tête appuyée sur l'épaule de sa sœur. Béatrice avec un léger sourire aux lèvres, comme si, même en rêve, elle trouvait des raisons de sourire. Il grandirait en connaissant à la fois l'imperfection et la rédemption humaine. Il saurait que les gens peuvent échouer terriblement, mais qu'ils peuvent aussi rechercher le pardon. Ils apprendraient que la famille ne se définit pas seulement par les liens du sang, mais par les choix quotidiens d'amour et d'engagement. Et qui sait, un jour, lorsqu'ils affronteraient dans leur propre tempête, parce que la vie apporte inévitablement des défis à tout le monde, ils se souviendraient de leur mère qui a tout perdu, sauf sa dignité, et qui a pourtant reconstruit un monde où il y avait même de la place pour le pardon. Ces 87 000 € qui représentaient autrefois toute ma sécurité financière, toute ma planification pour l'avenir, semblaient maintenant n'être que des chiffres dans une histoire qui valait bien plus. Une histoire de résilience, de nouveaux départs, de la capacité humaine à trouver la lumière même dans les ténèbres les plus denses. Le compte était enfin réglé, non pas en euros, mais en leçons apprises, non pas en solde bancaire, mais en paix intérieure. Et cela, ai-je découvert, était un type de richesse que personne ne pourrait plus jamais me voler.